Alors maintenant, Madame Brigitte Feuillet, qui est professeure de droit à la faculté de Rennes, puisque vous savez que le principe de nos tables rondes, c'est de donner la parole à un médecin, à un juriste et à un représentant de la société, philosophe, sociologue ou encore dirigeant d'une instance brillante. Alors, Madame Brigitte Feuillet, on vous lit beaucoup, nous les juristes, car on sait que vous êtes une spécialiste de la filiation. Et j'aimerais bien que vous nous expliquiez en quoi un enfant né d'une assistance médicale à la procréation peut être un enfant d'un type nouveau au regard des règles de droit qui régissent la filiation de l'enfant. Bien, merci beaucoup. Alors, voilà, c'est bon. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs, tous les deux, mais aussi Claude Sureau qui m'a initialement contacté. Les remercier de m'offrir cette possibilité de partager cette réflexion avec eux, mais aussi les remercier parce que je suis depuis un certain nombre d'années accaparée effectivement par les questions de bioéthique et j'avais négligé ma spécialité première qui était le droit de la famille. Et donc ça me permet d'y revenir avec grand plaisir. Alors, effectivement, je dois vous présenter les règles de la filiation de l'enfant né d'une procréation médicalement assistée. Et vous allez voir, le sujet est extrêmement vaste parce qu'il y a derrière des questions de fond essentielles. Parallèlement, les organisateurs nous ont donné la consigne d'être extrêmement brefs, 20 minutes. Et donc, pour essayer de concilier les deux, parce que vous allez voir un sujet vaste avec 20 minutes, c'est pas évident. Je vais essayer de synthétiser au maximum mon propos et je ferai 3 remarques liminaires. La première, pour vous dire que je n'aborderai cette question de la filiation qu'au regard des pratiques qui sont autorisées actuellement. C'est-à-dire que je n'aborderai pas la question de la filiation des mères porteuses, même si on parle de plus en plus de cette question des mères porteuses ou de l'insémination post-mortem. Et de plus, je vais aborder la question de la filiation par rapport aux pratiques admises, mais j'insisterai particulièrement sur la question de l'enfant né d'une PMA avec donneur anonyme, puisque ce sont ces questions de filiation qui posent particulièrement des problèmes. Ensuite, le thème qui m'a été donné fait allusion aux aspects personnels et patrimoniaux. Liés aux règles de filiation. Alors, je ferai allusion à ces aspects personnels et patrimoniaux, mais je ne rentrerai pas dans le détail de l'autorité parentale, des successions, car ça n'aurait, j'allais dire, aucun intérêt pour notre propos. Et enfin, je consacrerai l'essentiel de mon propos à vous présenter le droit, ce qu'on appelle le droit positif, c'est-à-dire le droit actuel sur les règles de filiation, sans aborder les questions de fond, parce que je n'en ai pas le temps. En revanche, je mentionnerai quand même ces questions de fond pour que nous puissions éventuellement en débattre ensuite. Alors, le thème, c'est quelle est finalement la question, quelle est la filiation de ces enfants qui sont nés d'une assistance médicale à la procréation ? Alors, si l'on se situe sur le terrain de la filiation biologique, les choses sont très simples. Il suffit de regarder la nature. Soit l'enfant a été conçu avec les gamètes du couple et il sera l'enfant biologique du couple ayant eu recours à l'AMP. Soit on a eu recours à un donneur, que ce soit un donneur d'embryon, des donneurs d'embryons, donneur de sperme ou d'ovocytes. Et dans ce cas-là, l'enfant sera l'enfant biologique de l'un des membres du couple et du donneur, voire des deux donneurs, dans le cas du don d'embryon. Alors, le problème, c'est que notre sujet n'est pas la filiation biologique, ce serait trop simple, mais celui de la filiation juridique, c'est-à-dire celui de la filiation que la société donne à travers les règles de droit. Or, pour un certain nombre de raisons, et principalement des raisons d'ordre sociétal, politique, cette filiation sociale, vous allez voir, elle peut être conforme à la vérité biologique, mais elle pourra ne pas l'être. Et pour résumer en quelques mots, ce qui n'est pas facile, le droit de la filiation français en général, je crois qu'il est important de dire que ce droit donne une grande importance à la filiation biologique, depuis la loi de 1972, la grande réforme de la filiation, mais néanmoins n'a pas ignoré d'autres vérités auxquelles vous avez fait allusion, la vérité affective, le parent qui aime, la vérité éducative, celui qui élève au quotidien l'enfant, ou je dirais la vérité choisie, la volonté d'être reconnu au sein d'une société comme le parent d'un enfant. Alors, on voit bien que quand on fait
survolent le droit de la filiation français que ces autres vérités que la filiation biologique trouvent, j'allais dire, au hasard des textes juridiques une certaine consécration. Je vous en donne quelques exemples. La possession d'État, qui est le fait d'élever un enfant au quotidien comme son enfant, est un mode d'établissement de la filiation, même si vous n'êtes pas le père biologique. Le fait pour un homme de reconnaître un enfant parce qu'il vit avec sa mère et parce qu'il aime sa mère, alors qu'il sait que cet enfant n'est pas le sien, c'est la reconnaissance mensongère, elle est possible, ou encore l'adoption, illustre bien que nous avons, à côté de la vérité biologique qui est consacrée par le droit français, d'autres vérités, la vérité sociologique qui a quand même trouvé sa place. Alors en matière d'AMP, le droit a opté pour une solution simple. Il a opté pour une solution simple, mais une solution qui peut ne pas tenir compte de la vérité biologique et qui, vous allez voir, peut même la nier complètement. La règle est simple puisque l'enfant issu d'une procréation médicalement assistée doit être l'enfant du couple qui a eu recours à l'AMP. Et donc on voit bien que l'idée qui domine complètement la législation, c'est que, en donnant leur consentement à cette assistance médicale à la procréation, les membres du couple acceptent d'être les parents juridiques de l'enfant, que celui-ci soit ou non leur enfant par le sang. Et on y a fait allusion tout de suite, le législateur a poussé au maximum cette fiction juridique, puisque, en parallèle, il décide qu'aucun lien juridique, aucun lien de filiation ne pourra être établi à l'égard du ou des donneurs et à l'égard, bien sûr, de l'enfant. Alors, si on regarde ces règles de filiation en matière de PMA, on se dit, finalement, ça ne serait que la traduction du compromis qui existe dans le droit de la filiation en général, puisque le droit de la filiation admet d'un côté filiation biologique et à côté filiation sociologique. Et c'est vrai que dans la PMA, on trouve bien cette double idée. On trouve bien d'un côté la consécration d'un côté de la filiation biologique, notamment quand la PMA a lieu avec les gamètes du couple, mais aussi l'idée d'une sorte d'adoption par le couple qui sait très bien que cet enfant n'est pas le sien, ou cette personne qui sait que cet enfant n'est pas le sien et qui va, j'allais dire, dans sa tête, l'adopter comme le sien. Mais le droit n'a pas retenu ce raisonnement et ce lien avec l'adoption. Il a construit une sorte de mensonge juridiquement aménagé, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout va se passer au regard du droit, comme si les membres du couple, qu'ils soient ou non les parents par le sang, étaient les vrais parents. Et je crois que l'idée de faire comme si, on va faire comme si, est très révélatrice du système français et va poser un certain nombre de questions. Alors, c'est vrai que cette filiation juridique, elle traduit un choix politique, choix qui a été quand même, il faut le dire, fortement influencé par la pratique médicale antérieure, et notamment la pratique des sécoses. Alors le fondement, pourquoi on a décidé de faire comme si, c'est de vouloir finalement assurer la paix des familles. Assurer la paix des familles, alors bien sûr la famille, enfin la paix du couple qui a recours à la PMA, mais aussi, c'est pas anodin, la famille de ce couple, les grands-parents, etc. Donc la paix de cette famille, mais en parallèle aussi assurer la paix des donneurs et la paix de la famille du donneur. Et donc, au regard de tout ça, quand même, c'est pas certain que la volonté de protéger l'enfant d'une vérité qui fait finalement un peu peur corresponde bien à son intérêt. En fait, on le voit bien, ce qui se cache derrière cette question de la filiation, c'est celle de la parenté. C'est qu'est-ce que c'est qu'un parent dans notre société. Mais aussi, et plus précisément, je dirais, la question de la parentalité. Parentalité, c'est-à-dire quel rôle notre société accepte-t-elle ou accepterait-elle de donner à des personnes qui gravitent autour de l'enfant. C'est la question qui se pose pour les beaux-parents, le beau-père ou la belle-mère qui élève au quotidien l'enfant. Et en matière de PMA, ce serait la question à se poser si on admettait une levée de l'anonymat. Qu'est-ce qu'on est prêt à reconnaître à l'égard du donneur si des relations s'instauraient entre l'enfant et ce fameux donneur? Alors, je vous l'ai dit, faute de temps, je ne pourrai pas aborder ces questions essentielles, on pourra en discuter, mais je limiterai donc mon propos à vous présenter le droit. Alors, nous pourrons néanmoins, et j'espère bien, discuter de ces questions de fond à l'occasion du débat.
Alors, le droit, il consacre 2 choses essentielles. La première, c'est que les membres du couple qui ont recours à la PMA seront considérés comme les parents, et cela, vous allez le voir, de manière définitive. Et la deuxième grande idée qui domine le droit, c'est que le donneur, lui, ou les donneurs, ils sont complètement mis en dehors et aucun lien juridique ne pourra être établi à leur égard. Alors, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que les couples qui ont recours à l'assistance médicale à la procréation, qui nécessitent l'intervention d'un tiers donneur, seront informés de tout cela à l'origine, puisque à partir du moment où il y a recours à un tiers donneur, ils doivent donner leur consentement à l'AMP devant un juge ou un notaire qui les informera de ses conséquences sur la filiation. Alors, pour donner une réalité à ces objectifs que je viens de vous présenter, il y a, je dirais, 4 grandes règles qui sont posées par le droit. Première règle, c'est que ce couple qui a eu recours à l'assistance médicale à la procréation, il va devoir établir sa filiation dans les mêmes conditions que ceux qui procréent naturellement. C'est-à-dire, ils vont agir de la même manière. J'allais dire, les règles classiques d'établissement de la filiation jouent. On fait comme si. Concrètement, si le couple est marié, eh bien, ils inscriront l'enfant à l'état civil sous leur nom et la présomption de paternité jouera. S'ils ne sont pas mariés, ils seront amenés à reconnaître, comme n'importe qui, cet enfant comme le leur. Alors, si cette filiation est établie, il y aura des conséquences au plan personnel et patrimonial. Au plan personnel, ils auront l'autorité parentale conjointe comme n'importe quel autre parent. Les règles de la dévolution du nom s'appliqueront. J'allais dire, c'est exactement la même chose que pour tous les enfants nés d'une procréation naturelle. Et au plan patrimonial, même chose. L'enfant sera pris en charge, bien évidemment, par ses parents. Et l'enfant viendra à la succession comme tout un enfant né d'une procréation charnelle. Alors, ce qui est important par rapport à cette règle, c'est de voir que l'établissement de la filiation repose quand même sur une démarche volontaire. Il va falloir que, après la naissance de l'enfant, on inscrive cet enfant à l'état civil ou on le reconnaisse. Et le législateur n'a pas opté pour une mesure qui aurait été plus radicale, celle de dire, à partir du moment où ils ont donné leur consentement à l'AMP, ils seront automatiquement les parents. Le droit français n'a pas opté pour ça. Il veut qu'ils soient parents, mais il leur dit « à vous de faire les démarches ». Ce qui veut dire que concrètement, vous pouvez très bien avoir, la nature humaine est très complexe, on sait que c'est un parcours du combattant d'avoir un enfant, mais néanmoins, vous pouvez avoir des parents qui, une fois l'enfant né, ne souhaitent pas ni le reconnaître, ni l'inscrire à l'état civil. Alors, deuxième règle, et là le droit intervient, c'est pour forcer un petit peu les récalcitrants. Deuxième règle, c'est que la loi a mis en place une réaction contre celui qui n'a pas volontairement établi sa filiation. Alors, réaction, je n'ai pas le temps de le développer, qui ne semble viser très curieusement que l'homme et pas la femme. C'est-à-dire que si la femme, elle, n'établissait pas, on pourra en débattre, je vous expliquerai pourquoi, mais l'homme serait simplement visé ici, et le législateur a prévu 2 moyens d'agir contre lui s'il n'a pas établi sa paternité. D'abord, la loi prévoit une action en responsabilité contre lui. Une action en responsabilité qui pourra être engagée par l'enfant et par la mère, les deux peuvent engager une action contre lui en réparation des préjudices matériels et moraux que chacun d'eux aura pu subir du fait que l'homme n'a pas volontairement reconnu cet enfant. Et à côté de cette première action, il y en a une seconde, c'est l'action en justice qui permet de faire judiciairement déclarer la paternité de l'homme. Alors là aussi, c'est une possibilité offerte, mais ce n'est pas systématique, c'est-à-dire c'est à la femme, qui va représenter l'enfant, d'agir si elle le veut. Ce qui veut dire que concrètement, elle peut ne pas le faire. Elle peut très bien ne pas agir, elle peut demander des dommages et intérêts, et ne pas agir pour établir la paternité, parce que finalement, elle n'a pas forcément envie que soit consacré juridiquement comme père un homme qui n'est pas le père par le sang, et qui en plus n'est pas le père, j'allais dire, par les sentiments ou par l'amour, puisque il n'a pas reconnu lui-même l'enfant. Alors en revanche, ce qui est important, c'est que si la femme engage l'action, le juge prononcera la paternité automatiquement de cet homme. Voilà la deuxième règle. Troisième grande règle que prévoit le droit,
c'est que la loi prévoit que la filiation établie à l'égard des membres du couple sera définitive. Donc non seulement on impose la filiation, mais elle sera définitive. Alors que dans la filiation classique, il y a des moyens de faire tomber cette filiation. Alors, en fait, l'idée est que la loi prévoit que le consentement donné à l'assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation. Et ça joue pour la filiation paternelle, maternelle, mariée, pas mariée. D'une manière générale, on ne touche plus à cette filiation. Sauf dans deux cas, et deux cas qui sont tout à fait logiques. Le premier, c'est lorsque le consentement à l'assistance médicale à la procréation a été privé d'effet, c'est-à-dire que le médecin a procédé à l'assistance médicale à la procréation alors que l'homme soit avait révoqué en disant finalement je change d'avis et je ne veux plus de cette procréation médicalement assistée, soit parce qu'il y a eu décès de l'homme, soit une procédure de divorce a été engagée, ou ils ne vivent plus ensemble. La loi énumère un certain nombre de cas où ce consentement à l'AMP ayant été retiré, l'AMP ne devait pas être réalisé et partant de là, il pourrait faire tomber sa paternité. Et le deuxième cas, c'est le cas que vous évoquiez, c'est le cas où l'enfant ne serait pas issu de la procréation médicalement assistée. Dans ce cas-là, bien évidemment, derrière se pose des questions de preuve, mais la loi le prévoit. Donc, on le voit bien que si la loi impose donc une filiation et elle la rend définitive, on ne peut plus y toucher. Et derrière cette idée de ne plus vouloir y toucher, se présente la quatrième et la dernière règle, c'est-à-dire que, je vous l'ai dit, aucun lien juridique ne pourra être établi à l'égard du ou des donneurs. Alors cette quatrième règle, pour aller vite sur cette question, notamment parce qu'elle est abordée juste avant et qu'elle va l'être juste après, je dirais simplement que la loi, et je crois que ce sera important qu'on en débatte, la loi n'impose pas au couple de dire à leur enfant qu'il est né d'une PMA, déjà. Donc l'enfant peut très bien jamais savoir qu'il est né d'une PMA. C'est ce secret sur le mode de conception. Et parallèlement, c'est deux choses différentes. Il ne faut pas bien mélanger les deux. Il prévoit l'anonymat. C'est-à-dire que même si l'enfant sait qu'il est né d'une PMA, on lui dira « vous ne pouvez avoir aucune information sur le donneur ». Et donc ces choix ont deux incidences importantes en matière de filiation. La première, c'est que la filiation à l'égard du donneur ne pourra jamais être établie. Même si l'enfant réussissait à savoir qui est le donneur, jamais il ne pourra établir sa filiation. Et au-delà de ça, la loi interdit d'avoir aucune information, non seulement identifiante, mais non identifiante. C'est-à-dire que l'enfant ne peut rien savoir, il ne peut pas établir une filiation, mais il ne peut rien savoir sur ce donneur anonyme. Alors, les de PMA ne sont pas construites sur l'intérêt de l'enfant, mais sur l'intérêt du couple. Alors je vous me dirais, c'est pas spécifique à la filiation en PMA. Si vous examinez les règles de filiation en général, elles ne sont pas, en ce qui me concerne, je considère, construites sur l'intérêt de l'enfant, mais sur l'intérêt du couple. Et pour celles de la PMA, elles sont construites sur l'intérêt du couple et sur une vision traditionnelle de la famille et de la parenté. Et je serais tentée de vous dire qu'après tout, que le droit veuille consacrer la responsabilité des individus qui sont à la source de la venue d'un enfant, que ce droit veuille consacrer des parents qui ne sont pas des parents par le sang, que le droit veuille encore limiter l'engagement du donneur à ce qu'il veut donner, c'est-à-dire il veut simplement donner des gamètes et il veut surtout pas être considéré comme un parent. Ou encore que ce droit veuille préserver la paix des familles, tout ça se discute, mais peut justifier effectivement un droit spécifique de la filiation en matière de PMA. En revanche, et c'est là où je m'interroge et j'ai beaucoup aimé votre exposé, c'est que la seule chose qui pour moi est difficilement cautionnable par le droit, c'est d'inscrire cette filiation dans une logique de secret, et un secret que l'enfant auquel l'enfant ne peut même pas accéder à sa majorité. C'est-à-dire, on le prive de toute connaissance. Et je crois que le monde de la transparence dans lequel on vit va très vite nous renvoyer à nos responsabilités. Tout simplement parce que les tests génétiques vont faire exploser le système. Des enfants vont pouvoir très vite s'apercevoir qu'ils ne sont pas l'enfant biologique de l'un des deux. Et donc, on va aboutir à des situations extrêmement traumatisantes et douloureuses pour l'enfant.
Et c'est pour moi, je crois, la principale réflexion à mener. J'allais dire, à défaut de vous avoir convaincu, je pense que mon voisin l'a fait beaucoup mieux que moi et je n'ai pas pu le faire faute de temps. Je voulais au moins attirer votre attention sur cette question. Je vous remercie.